Je crois qu'on peut vous remercier d'être là. Tout a été fait pour que vous n'y soyez pas. Alors, si vous cherchez un exemple de mauvaise organisation et de mauvaise communication, prenez cette soirée comme modèle. On s'est gouré, d'abord, ça c'est notre faute, sur le jour. On parle du vendredi 23 alors que c'est un samedi. Ensuite, on annonce que ça se passe à la mairie. Et en fait, je ne sais pas quel a été le problème avec ceux qui réservent à la mairie, mais bon, ils nous avaient réservé ici et pas à la mairie. Encore heureux qu'ils aient réservé ici, parce que sinon on n'avait rien. Ils nous promettent de mettre un panneau pour que les gens qui... Bon, nous avons envoyé des messages, je pense que vous les avez eus, correctifs, mais pas à tout le monde, on n'allait pas repartir sur... et donc, à ceux qui ont l'habitude de venir, ils nous promettent un panneau, ils oublient de le mettre, donc voilà, bon... Donc, écoutez, vous êtes très, très méritants. Bravo. Bien, mais écoutez, on va en profiter. Je crois qu'il y a beaucoup de lecteurs et beaucoup de textes. Alors, on va démarrer. Puisque cette soirée était pleine d'anomalies, je crois que quelqu'un veut nous lire, c'est Fabienne, un extrait du livre d'Hervé Letellier. Il ne pouvait pas mieux tomber. Alors, tu prends là-bas. Avec le toit, j'y vais assez. Sinon, c'est bon la hauteur du micro là Non, peut-être pas. Comme ça va? Oui. Tu n'as pas besoin de manger. Hein. D'accord. Tu peux être à 17. Bon voilà, ce sont les 3 premières pages du livre de l'anomalie, donc de Hervé Letellier. Voilà, ça commence curieusement et ça finit, ça continue pareil, je n'ai pas terminé encore. Blake, tuer quelqu'un, ça compte pour rien. Faut observer, surveiller, réfléchir, beaucoup. Et au moment où, creuser le vide. Voilà. Creuser le vide, se débrouiller pour que l'univers rétrécisse, jusqu'à se condenser dans le canon du fusil ou la pointe du couteau. C'est tout. Ne pas se poser de questions, ne pas se laisser guider par la colère, choisir le protocole, agir avec méthode. Blake sait faire ça, et depuis tellement longtemps qu'il ne sait plus quand il a commencé à savoir. Après, le reste vient tout seul. Blake fait sa vie de la mort des autres. S'il vous plaît, pas de leçon de morale. Si on veut discuter éthique, il est prêt à répondre statistique. Parce que, et Blake s'excuse, lorsqu'un ministre de la Santé coupe dans le budget, qu'il supprime ici un scanner, là un médecin, là encore un service de réanimation, il se doute bien qu'il raccourcit de pas mal l'existence de milliers d'inconnus. Responsable, pas coupable, air connu. Blake, c'est le contraire. Et de toute façon, il n'a pas à se justifier, il s'en fout. Tuer, ce n'est pas une vocation, c'est une disposition, un état d'esprit, si l'on préfère. Blake a 11 ans et ne s'appelle pas Blake. Il est à côté de sa mère, dans la Peugeot, sur une départementale près de Bordeaux. On ne roule pas si vite. Un chien traverse la route, la secousse les déporte à peine. La mère crie, freine, trop fort. Le véhicule zigzague, le moteur cale. « Reste dans la voiture, mon chéri, mon Dieu, reste bien dans la voiture. » Blake n'obéit pas, il suit sa mère. C'est un collet au poil gris. Le choc lui a défoncé le thorax. Son sang s'écoule sur le bas-côté, mais il n'est pas mort. Il geint. On dirait la plainte d'un bébé. La mère court en tous sens, paniquée. Elle pose ses mains sur les yeux de Blake. Elle balbutie des mots sans suite. Elle veut appeler une ambulance. Mais maman, c'est un klebs. C'est juste un klebs. Le collet halète sur le bitume fissuré. Son corps brisé, tordu, adopte un angle bizarre. Il est agité de soubresauts qui vont en s'affaiblissant. Il agonise sous les yeux de Blake. Et Blake regarde avec curiosité la vie quitter l'animal. C'est fini.
Le garçon mime un peu la tristesse. Enfin, ce qu'il imagine être la tristesse pour ne pas troubler sa mère, mais il ne ressent rien. La mère reste là, glacée devant le petit cadavre. Blake s'impatiente, il la tire par la manche. « Maman, allez, ça sert à rien de rester là. Il est mort, là, on y va, je vais être en retard au foot. » Tuer, c'est aussi des compétences. Blake découvre qu'il a tout ce qu'il faut le jour où son oncle Charles l'emmène chasser. 3 coups, 3 lièvres, un espèce de don. Il vise vite et juste. Il sait s'adapter aux pires carabines pourries, aux fusils les plus mal réglés. Les filles le traînent dans les fêtes foraines. « Eh, s'il te plaît, je voudrais la girafe, l'éléphant, la Game Boy. Ouais, vas-y encore !» Et Blake distribue des peluches, des consoles de jeu. Il devient la terreur des stands de tir, avant de décider de faire dans la discrétion. Blake aime bien aussi ce que lui apprend l'oncle Charles, égorger des chevreuils, dépecer les lapins. Qu'on se comprenne bien, il ne prend aucun plaisir à tuer, à achever l'animal. Ce n'est pas un vicelard, non. Ce qui lui plaît, c'est le geste technique, la routine sans faille qui s'installe à force de répétition. Blake a 20 ans. Un soir, dans un bar, un type bien saoul lui dit vouloir en faire tuer un autre. Il a sans doute une bonne raison pour ça, un truc de boulot, de femme, mais Blake, ça lui est égal. « Tu le ferais, toi, pour du fric ?»« T'es dingue, répond Blake, complètement dingue. Je te paierai, et cher. » La somme qu'il propose est à 3 €. Blake se marre. « Ah non, tu rigoles ?» Blake boit, lentement, prend tout son temps. Le type s'est effondré sur le bar. Il le secoue. « Écoute, je connais quelqu'un qui le ferait. Pour le double. Je ne l'ai jamais rencontré. Demain, je te dis comment le joindre, mais après, tu m'en parles plus jamais, ok ?» C'est cette nuit-là que Blake invente Blake. Pour William Blake, qu'il a lu après avoir vu Dragon Rouge, le film avec Anthony Hopkins, et parce qu'il a aimé un poème. Et je bondis dans ce monde dangereux, impuissant, nu et criard, comme un démon caché dans un nuage. Et puis Blake, Black et Lake, Noir et Lac, ça claque. Alors maintenant, il va écouter Leila Slimani, c'est Marie Clément, qui va nous lire un extrait du Pays des Autres, une arrivée au Maroc. Comme ça, non? C'est bon. Je n'ai pas l'habitude de parler avec un micro, c'est la première fois, alors là, ça va être... Tu es sûr que je m'en sers? Tu en as besoin. C'est pas que toi. Bon, les 2 personnages sont Mathilde, une jeune femme, je vais y arriver, une jeune femme alsacienne, et Amine, qu'elle a rencontré pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il combat avec l'armée française. Et ils décident d'aller s'installer ensemble au Maroc. Donc c'est l'arrivée de Mathilde. Le même désarroi l'avait saisie quand elle avait atterri à Rabat, le 1er mars 1946. Malgré le ciel désespérément bleu, malgré la joie de retrouver son mari et la fierté d'avoir échappé à son destin, elle avait eu peur. Elle avait voyagé pendant 2 jours, de Strasbourg à Paris, de Paris à Marseille, puis de Marseille à Alger, où elle avait embarqué dans un vieux Junker et avait cru mourir. Assise sur un banc inconfortable, au milieu d'hommes au regard fatigué par les années de guerre, elle avait eu du mal à retenir ses cris. Pendant le vol, elle pleura, elle vomit, elle pria Dieu. Dans sa bouche se mêlèrent le goût de la bile et du sel. Elle était triste, non pas tant de mourir au-dessus de l'Afrique, mais à l'idée d'apparaître sur le quai où l'attendait l'homme de sa vie,
dans une robe fripée et maculée de vomi. Finalement, elle atterrit saine et sauve, et Amine était là, plus beau que jamais, sous le ciel d'un bleu si profond qu'on aurait dit qu'il avait été lavé à grande eau. Son mari l'embrassa sur les joues, attentif au regard des autres passagers. Il lui saisit le bras droit d'une façon qui était à la fois sensuelle et menaçante. Il semblait vouloir la contrôler. Ils prirent un taxi et Mathilde se serra contre le corps d'Amine qu'elle sentait enfin tendue de désir, affamée d'elle. « Nous allons dormir à l'hôtel ce soir », annonça-t-il à l'adresse du chauffeur. Et comme s'il voulait prouver sa moralité, il ajouta « C'est ma femme, nous venons de nous retrouver ». Rabat était une petite ville blanche et solaire dont l'élégance surprit Mathilde. Elle contempla avec ravissement les façades art déco des immeubles. Elle colla son nez contre la vitre pour mieux voir les jolies femmes qui descendaient le cours Lyoté, leurs gants assortis à leurs chaussures et à leurs chapeaux. Partout des travaux, des immeubles en chantier devant lesquels des hommes en haillons venaient demander du travail. Là, des bonnes sœurs marchaient à côté de deux paysannes portant sur leur dos des fagots. Une petite fille à qui l'on avait coupé les cheveux à la garçonne riait sur un âne qu'un homme noir tirait. Pour la première fois de sa vie, Mathilde respirait le vent salé de l'Atlantique. La lumière faiblit, gagna en rose et en velouté. Elle avait sommeil et elle s'apprêtait à poser sa tête sur l'épaule de son mari quand celui-ci annonça qu'on était arrivé. Prendre Matin Brun, c'est l'auteur de Matin Brun, par Liliane et Fabienne la saison dernière. Donc a situé son dernier roman à l'hôtel du Rayon Vert, appelé autrement hôtel du Belvédère, à Cerbère. Mais là nous allons à Collioure, chez un bouquiniste. Elle écarte le rideau de verdure. Dans le couloir, 3 courtes silhouettes. Un couple penché sur une malle en bois, débordant d'affiches d'antan, et à leur côté, Paul José, courbé par l'âge, expliquant doctement l'historique de l'apéritif bière, vin aromatisé des Pyrénées-Orientales, remède universel qui eut ses heures de gloire, dont les collectionneurs traquent les publicités. Le libraire est éclectique. Dans sa boutique, Schopenhauer côtoie les traductions de Chandler. Le voyage au Congo d'André Gide va de pair avec Le voyage avec un âne dans les Cévennes de Stevenson. Il peut parler avec la même passion des livres de Walter Benjamin et du passé glorieux de l'apéritif bière. Dans la pénombre, la fille capte des bribes de la légende du breuvage aromatisé à la quinine, aux vertus propres à réveiller l'âme de la Catalogne. Paul José est conteur dans l'âme. Il aime qu'on l'écoute. Il déplie une affiche de Leonetto Capiello, des années 20, vantant l'apéritif, déroule sa prose avec autant de sérieux que s'il détaillait les rêveries d'Antonio Machado aux sources du Duero. Isis s'avance dans le couloir, se dévoile au grand jour de la fenêtre ouverte, et dans un élan dont elle ne se savait pas capable, lance d'une voix perçante, je fais très mal les voix perçantes, à Cerbère, il y a dans un café une magnifique pendule bière, rouge sur fond blanc. C'est ce qu'elle a trouvé de mieux pour interpeller le trio et arrêter leur transaction. Elle n'est pas venue jusqu'à Collioure pour écouter un boutiquier vanter les mérites d'un apéritif. Au Belvédère, c'était très intéressant. Maintenant, on change, on quitte un peu la littérature pour la poésie, un grand classique qu'Isabelle va nous lire, un grand classique de Victor Hugo, Demain dès l'aube, qu'il a écrit donc pour sa fille décédée.
Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne, je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit, seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste, et le jour, pour moi, sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houx verts et de bruyères en fleurs. Nathalie Desmarais va nous lire un poème encore, je pense, de Guy Evic, qui s'intitule « Ce n'est pas Dieu possible ». Guy Evic, c'est un poète breton, traducteur aussi, enfin c'était, il n'est plus là. Ce n'est pas Dieu possible que ce soit... Mince, excusez-moi. Ce n'est pas Dieu possible que ce soit un peu vrai, ce sentiment que j'ai, d'être seul et toujours au verso de ce monde, comme si tous les autres étaient du bon côté et savaient et faisaient ce qu'il est bon de faire. C'est facile à dire, c'est bien facile. Mais le bonheur, ça ne pousse pas comme ça. Ça ne pousse pas en nous comme des légumes. On n'est pas là, remplis comme une épicerie, attendant qu'ils y viennent, les gens, vous demander ce qui leur manque. Le soleil, aujourd'hui, je me le suis donné. J'en ai mis plein mes poches. Et dans d'autres endroits où mes mains ne vont pas. Je peux escalader ce qui me séparait. Je peux montrer aux gens comment c'est la lumière. Alors, un petit peu d'humour juif, maintenant, avec Yvette Lucas. Un texte qui s'intitule « Les petites gens ». Oui, je t'en prie, pas de problème. Regardez s'il y a la bonne hauteur. Non, puis, très bien. Encore que j'avais dit, il n'y a pas très bien la hauteur quand même. Les feuilles, parce que ce ne sont pas toutes pareilles. Alors voilà, en regardant dans ma bibliothèque, j'ai trouvé un livre qui s'intitule « Le rire élu ». Tout le monde sait bien que ce sont toujours les opprimés qui savent le mieux se mettre en humour, et c'est particulièrement vrai pour les Juifs. Alors, Le rire élu, c'est un ouvrage fait par une dame hautement cultivée, je crois, et peut-être quelque part dans une université, je n'ai pas noté son nom, et qui a recueilli des textes d'auteurs qui sont des textes d'humour. Alors celui que je vais vous dire, il parle de ce qu'on appelle le schlémil. Le schlémil, c'est celui qui ne sait rien faire, c'est l'incapable, c'est le nul. Et puis dans les schlémils, qui ne sont pas tous exactement de la même naissance, il y a les petites gens, et de qui je vais parler, de quelqu'un qui fait partie des petites gens. Ici-bas, la mort de Bonzier bouche cousue passa tout à fait inaperçue. Qui était-il? Comment vivait-il? De quoi était-il mort? Tout le monde s'en moquait. Que son cœur est lâché, que les forces lui aient manqué, que sa colonne vertébrale est cédée sous le fardeau trop lourd qu'il soit, sait-on jamais, mort tout simplement meurt de faim, qui s'en soucia sur cette terre. Si un cheval était crevé en tirant un omnibus, il aurait assurément suscité bien plus d'intérêt.
Les journaux en auraient fait des gorges chaudes, des centaines de personnes seraient accourues pour inspecter les lieux et examiner la charogne. Bonzier, lui, vécut sans faire de bruit et mourut tout de même. Il traversa notre monde comme passe une ombre. Né sans bruit, il vécut sans bruit et fut enterré avec moins de bruit encore. Mais dans l'au-delà, là-haut, le trépas de Bonzier fit une énorme impression. Le grand sophère de Moïse, notre aïeul, retentit jusqu'au 7e ciel. Bonzier bouche cousue est mort. Les anges les plus grands déployèrent leurs larges ailes, volant de tous côtés pour annoncer « Bonzier a trépassé, il est de retour d'exil, celui qui fut choisi ». Tout le paradis était sans dessus-dessous. Et quel remue-ménage, quelle réjouissance! Vous pensez, Bonzier bouche cousue, en personne arrivait. De jeunes angelots aux yeux de pierres précieuses, aux ailerons tissés de l'or le plus fin, chaussés de pantoufles d'argent, couraient, tout joyeux, au-devant de Bonzier. Le bruissement de leurs ailes, le tapotement de leurs chaussons d'argent, les rires espiègles de leurs bouches roses et fraîches emplissaient tous les cieux, s'élevaient jusqu'au trône divin, et l'Éternel lui-même fut ainsi informé de l'arrivée de Bonzier. L'ancêtre Abraham se porta devant le grand porche du paradis, un doux sourire illuminait son visage ridé pour accueillir Bonzier bouche cousue. Qu'est-ce donc que ce tintamarre? Ce sont deux anges qui poussent vers le paradis un fauteuil en or sur roulette pour Bonzier. Qu'est-ce donc qui brille de mille feux aveuglant? C'est une couronne d'or sertie de gemmes que l'on transporte toujours à l'intention de Bonzier. Tout cela, avant même le verdict du tribunal céleste, demandèrent les saints avec étonnement et non sans un soupçon d'envie. « Oh, répondirent les anges, le jugement ne sera que de pure forme. Le procureur ne trouvera pas une seule charge contre Bonzier bouche cousue. » Après que les angelots eurent saisi Bonzier dans les airs et lui eurent chanté une petite mélodie, après que l'ancêtre Abraham l'eut salué comme un vieux camarade, après qu'il eut appris qu'un fauteuil l'attendait au paradis, que la couronne était prête pour couvrir sa tête, que pas une parole ne serait dite contre lui au tribunal céleste, Bonzier, comme sur terre, ne put pas mot. De peur, il se taisait. Le souffle lui manqua. Il était sûr qu'il ne s'agissait que d'un rêve, d'une tragique méprise. Il était habitué aux chimères. Il tremblait et n'entendit ni les compliments des anges, ni la danse autour de sa personne. Le jugement arrive. L'ange défenseur énumère tous les malheurs que Bonzier a supportés sur terre sans jamais se plaindre. Bonzier commence à trembler de tous ses membres. Il n'ignore pas qu'après la défense, la parole est à l'accusation. Qui sait ce que celle-ci dira? Bonzier lui-même ne se souvient pas de sa vie. Qui sait ce que l'ange accusateur va dire? Bonnes gens, commence une voix aiguë, tranchante, transperçante, et elle s'arrête. Bonnes gens, recommence la voix, mais avec plus de moelleux, et elle s'arrête de nouveau. Bonnes gens, dit encore la voix, presque avec mansuétude, puisqu'il se taisait, je me tairai aussi. Un silence tombe devant Bonzier et s'élève une douce voix tremblante. Mon doux enfant Bonzier. Le cœur de Bonzier fond en larmes. Il aimerait maintenant ouvrir les yeux, mais il ne le peut pas tant qu'ils sont aveuglés par les pleurs. Jamais encore il n'a ressenti une félicité aussi étrange. Mon enfant, continue le juge, tu souffrais et tu te taisais. Pas un membre de ton corps sans blessure. Pas un de tes os n'est indemne. Pas un seul coin dans ton âme qui ne saigne. Et toujours tu te taisais. Là-bas, on ne t'appréciait pas. Toi-même, tu ne comprenais peut-être pas que tu pourrais crier, que tes cris feraient s'écrouler les murs de Jéricho. Toi-même, tu ignorais ta force en sommeil. Sur terre, ton silence ne fut pas récompensé, mais là-bas, c'est le monde du mensonge. Ici, dans le monde de la vérité, tu auras ta récompense. Le tribunal céleste ne te jugera pas, il n'y aura pas de sentence.
Pour toi, il n'y aura pas d'attribution de part, ni de compte mesquin. Prends ce que tu veux, tout est à toi. Boulsier lève les yeux pour la première fois. La lumière qui tombe de toutes parts l'aveugle. Tout brille, tout scintille. Des rayons jaillissent des murs, des objets, des anges, des jurés. Que d'anges! Il baisse ses yeux fatigués. Vrai, dit-il avec doute et humilité. Sûr, répond avec fermeté le juge. Je te certifie que tout est à toi. Tout ce qui est au ciel est tien. Choisis et prends ce qui te fait envie. Tu ne prends jamais que ce qui t'appartient. Vrai, demande Bonzi une seconde fois avec une voix affermie. Oui, 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 lui répond-on avec assurance de toutes parts. Alors, si c'est comme ça, sourit Bounzier, je désire prendre chaque jour et tous les matins une brioche bien chaude avec du beurre frais dessus. Deuxième moitié du 19e siècle, qui a vécu jusqu'en 1915, qui a écrit en yiddish, et est parmi les trois qu'on cite le plus au Sholem Aleichem. Bon, Merci beaucoup. je vous remercie Merci Yvette. de repartir. Alors, maintenant on va passer à une chanson. Et évidemment, qui c'est qui va nous la lire? Et c'est Anne. Voilà, Anne qui a, je pense, un faible pour un certain Guy, hein? Guy Béard. Ou alors non, tiens, je crois que tu as un texte de Vos. Allez. On verra Guy Béard après. Il y a les multicas. Parler pour ne rien dire. Mesdames et messieurs, je vous signale tout de suite que je vais parler pour ne rien dire. Oh, je sais, vous pensez, s'il n'a rien à dire, il ferait mieux de se taire. Évidemment, mais c'est trop facile. C'est trop facile. Vous voudriez que je fasse comme tous ceux qui n'ont rien à dire et qui le gardent pour eux? Eh bien, non. Mesdames et messieurs, moi, lorsque je n'ai rien à dire, je veux qu'on le sache. Je veux en faire profiter les autres. Et si vous-même, mesdames et messieurs, vous n'avez rien à dire, eh bien, on en parle, on en discute. Je ne suis pas ennemi du colloque. Mais, me direz-vous, si on parle pour ne rien dire, de quoi allons-nous parler? Eh bien, de rien. De rien. Car rien, ce n'est pas rien. La preuve, c'est qu'on peut le soustraire. Exemple. Rien moins que rien égale moins que rien. Si l'on peut trouver moins que rien, c'est que rien vaut déjà quelque chose. En le multipliant, une fois rien, c'est rien. Deux fois rien, c'est pas beaucoup. Mais trois fois rien. Pour trois fois rien, on peut déjà acheter quelque chose. Et pour pas cher. Maintenant, si vous multipliez 3 fois rien par 3 fois rien, rien multiplié par rien égale rien. 3 multiplié par 3 égale 9. Ça fait rien de 9. Oui, ce n'est pas la peine d'en parler. Isabelle Sabot a un autre poème, Au-delà des soupirs. Par contre, je ne sais pas s'il est de toi. Voilà, il est d'elle-même. Isabelle écrit des poèmes. Au-delà des soupirs. Je n'ai pu t'adresser un regard, un sourire. Tu es parti trop vite et sans me prévenir. Immense est mon regret. Je voudrais te le dire, au-delà du chagrin, au-delà des soupirs. Ta mort hante ma vie. Pour combler ton absence, sans cesse je remue de précieux souvenirs. Je trouve un réconfort en trompant ma souffrance, au-delà du chagrin,
au-delà des soupirs. Mes plus belles pensées vont vers toi dès l'aurore. Je t'appelle et te parle avant de m'endormir. Et bien étrangement, ta voix me berce encore, au-delà du chagrin, au-delà des soupirs. Alors, Monsieur Varvatis, vous voulez nous faire une prière électorale, de ce que j'ai compris. Merci. Bon, en ces temps de période électorale à rallonge, j'ai décidé de composer une prière. Ça va comme ça? Oui, c'est très bien. Que je vais baptiser évidemment prière électorale. Je vais essayer de lire parce que j'ai eu la mauvaise idée d'imprimer très petit. Je, c'est moi. Vous, c'est vous. Je disais donc à vous, écoutez-moi. Je dis n'importe quoi. Mais c'est pas grave. De toute façon, vous ne comprenez rien. Rien n'a rien. L'important, c'est que vous m'écoutiez, que vous buviez mes paroles. Oui, buvez, buvez, et à la mienne. Qu'est-ce que je disais déjà? Ah oui, vous ne comprenez rien. Mais c'est très bien, continuez. Et je vous le répète. Et je vous continuez, je vous le prédis. Vous serez perdu. Ce n'est pas grave, vu que vous n'êtes rien. Alors que moi, je suis tout pour moi. Votez. Oui, vous serez perdu. Mais moi, je serai élu. Toi, amène ta voix. Oui, amen. Très bien, trop fort. Eh bien, on va passer à Trop forte, la chanson de Morane par Betty. J'aurais bien aimé vous la chanter, mais en fait, je vais juste la lire. Voilà. Et donc, tout l'album est génial. C'est de l'album Ouvre. Et ouais, toutes sont bien. Ouais. Alors, Trop forte. On est toujours trop quelque chose, ou pas assez. Toutes ces portes à pousser, larges comme des chats d'aiguille. Les barrages à passer, foutre une anguille, un peu maigre, un peu lisse, pour entrer comme Alice au pays merveilleux, au pays merveilleux. On nous farcit les yeux sur affiches sous vitrine, d'espèces de drôles de tiges qui se collent des vertiges, à force d'être au régime. On est toujours trop quelque chose, trop ou pas assez, trop ou pas assez. Je suis trop forte, moi, je suis trop forte. Je connais la chanson, bien sûr, ils ont raison. Alors je le dis, si je suis trop forte, je suis vraiment trop forte d'être arrivée jusqu'ici. J'ai connu toutes les appellations contrôlées, dès la cour de récréation. Ça trempe le caractère. La bonhomie des gros, c'est rien que de la colère, stockée sous la peau, sous la peau. On a même inventé des mots de remplacement pour mieux nous insulter. Correcte, politiquement. T'es pas grosse, non, t'es ronde, corpulente, enveloppée. L'hypocrisie du monde aussi, je la connais, je la connais. Je suis trop forte, moi je suis trop forte, je connais la chanson. Bien sûr, ils ont raison, alors je le dis aussi. Je suis trop forte, je suis vraiment trop forte d'arriver
d'être arrivée jusqu'ici. Je suis trop forte, j'en suis pas morte. Je connais la chanson. Bien sûr, ils ont raison, alors je le dis aussi. Je suis trop forte. Je suis vraiment trop forte d'être arrivée jusqu'ici. Merci beaucoup. De Maria Valtorta, ou Valtoria, Valtorta. Valtorta, le bon pasteur. Alors, le bon pasteur par Maria Valtorta. L'homme s'est assis au bord du chemin. Il s'inspire des troupeaux qui passent. Il dit: le bon pasteur cherche pour ses brebis les meilleurs pâturages, là où il n'y a pas de ciguës ni de plantes dangereuses, mais des bons trèfles et des herbes odorantes, un ruisseau aux eaux limpides, des arbres qui donnent de l'ombre. Il observe une à une ses brebis, les soigne si elles sont malades, les panse si elles sont blessées. Mais voilà qu'une brebis le quitte. Comme il l'aimait. Elle était jeune, pure, candide. Il la regardait avec beaucoup d'amour, en pensant à tout le bien qu'il pouvait lui faire et à tout l'amour qu'il pouvait en recevoir. Or voilà qu'elle l'abandonne. Le long du chemin qui borde le pâturage, un tentateur est passé. Il ne porte pas de casaque austère, mais un habit aux 1000 couleurs. Il ne porte pas la ceinture de peau avec la hache et le couteau suspendus, mais une ceinture d'or, d'où pendent des sonnailles au son argentin, mélodieux comme la voix du rossignol, ainsi que des ampoules d'essence enivrante. Il tient un encensoir, tout brillant de pierres précieuses, d'où s'élève une fumée qui est à la fois puanteur et parfum, qui étourdit, comme éblouissent les facettes des bijoux, ô combien faux. Il marche en chantant et laisse tomber des poignées d'un sel qui brille sur le chemin obscur. 99 brebis le regardent sans bouger. La 100e, la plus jeune et la plus chère, fait un bond et disparaît derrière le tentateur. Le berger a beau l'appeler, elle ne revient pas. Elle court plus vite que le vent, rejoindre celui qui est passé, et pour soutenir ses forces dans sa course, elle goûte ce sel qui pénètre en elle et la brûle d'un délire étrange, qui la pousse à chercher les eaux noires et vertes dans l'obscurité des forêts. Et elle tombe 1, 2, 3 fois. Elle sent des reptiles visqueux lui étreindre le cou. Poussée par la soif, elle boit des eaux souillées, et par la faim, elle mord des herbes qui brillent d'une bave dégoûtante. Que fait pendant ce temps le pasteur? Il enferme en lieu sûr les 99 brebis fidèles, puis se met en route et ne s'arrête pas, jusqu'à ce qu'il trouve des traces de sa petite brebis perdue. Puisqu'elle ne revient pas à lui, il va vers elle. Il l'aperçoit de loin, enivrée et enlacée par les reptiles, tellement ivre qu'elle n'éprouve aucune nostalgie pour le visage qu'il aime, et elle se moque de lui. Et il la revoit, coupable d'être entrée comme une voleuse dans la demeure d'autrui, tellement coupable qu'elle n'ose plus le regarder. Pourtant, le pasteur ne se lasse pas, et il marche, il la cherche sans relâche, la suit, la harcèle, il pleure sur les traces de l'égaré. Il marche,
et la rejoint. Ah, je t'ai trouvée, ma bien-aimée. Je t'ai rejointe. Que de chemin j'ai fait pour toi, pour te ramener au bercail. Oh, n'incline pas la tête, ton mal est enseveli dans mon cœur. Personne excepté moi qui t'aime ne le connaîtra. Je te défendrai contre les critiques d'autrui. Je te couvrirai de ma personne pour te servir de bouclier contre les pierres des accusateurs. Viens. Tu es blessé? Ah, montre-moi tes blessures. Je les connais, mais je veux que tu me les montres. Avec la confiance que tu avais quand tu étais pur et que tu me regardais, moi, ton pasteur, d'un œil innocent. Les voilà. Elles portent toutes un nom. Ah, comme elles sont profondes. Qui te les a faites, ces blessures si profondes au fond du cœur? Le tentateur, je le sais, celui qui n'a ni bourdon ni hache, mais qui blesse plus profondément par la morsure empoisonnée. Et après lui, ce sont les faux bijoux de son encensoir qui t'ont séduite par leur éclat. Regarde, combien de blessures, combien de toisons déchirées, combien de sang, combien de ronces. Ah, pauvre petite âme trompée. Mais, dis-moi, si je te pardonne, tu m'aimeras encore? Dis-moi, si je te tends les bras, tu t'y jetteras? Dis-moi, as-tu soif d'un amour plein de bonté? Alors viens, et reviens à la vie. Reviens dans les saints pâturages. Tu pleures. Tes larmes mêlées aux miennes lavent les traces de ton mal. Et moi, pour te nourrir, puisque tu es épuisé, je m'ouvre la poitrine, je m'ouvre les veines, et je te dis, nourris-toi, mais vis. L'homme ne s'est jamais retourné pour regarder vers le chemin qui se trouve derrière lui et par lequel est arrivée, dans la pénombre du soir, une femme. Encore très élégante, mais habillée du moins, et couverte d'un voile foncé qui dissimule ses traits et ses formes. Mais quand l'homme en arrive à ces mots, « Je t'ai trouvée, ma bien-aimée », elle passe la main sous son voile et pleure doucement et sans arrêt. Les gens ne la voient pas, car elle est au-delà du talus qui borde le chemin. Il n'y a pour la voir que la lune et l'âme de l'homme. De Gaza, ce qu'il est. Que cela devienne une histoire, c'est le titre, n'est-ce pas? C'est le titre du poème. C'est une anthologie qui vient de paraître. L'anthologie s'appelle « Que ma mort apporte l'espoir », qui est aussi une phrase du poème que je vais vous lire, de Refat al-Harer. S'il est écrit que je dois mourir, il vous appartiendra alors de vivre pour raconter mon histoire, pour vendre ces choses qui m'appartiennent et acheter une toile et des ficelles. Faites en sorte qu'elle soit bien blanche, avec une longue traîne, afin qu'un enfant, quelque part, à Gaza, fixant le paradis dans les yeux, dans l'attente de son père, parti subitement, sans avoir fait d'adieu à personne, pas même à sa chair, pas même à son âme, pour qu'un enfant, quelque part, à Gaza, puisse voir ce cerf-volant, mon cerf-volant à moi, que vous aurez façonné, qui volera là-haut, bien haut, et que l'enfant puisse un instant penser qu'il s'agit là d'un ange revenu pour lui apporter de l'amour.
s'il est écrit que je dois mourir, alors que ma mort apporte l'espoir, que ma mort devienne une histoire. Rifat El-Harer est mort le 6 décembre 2023 dans un bombardement. Anne, tu es prête pour Guy Béard? Allez, pas de chichi. Je vous lis souvent des textes de Guy Béard parce que mon maître c'est Brassens, hein, tous ceux qui me connaissent ici le savent, mais Guy Béard, il possède une sorte... il est désabusé, mais il n'est jamais amer. Et j'aime beaucoup ça. Voilà. Qui suis-je? Une chanson qui est sortie en 1964. Je suis né dans un arbre, et l'arbre, on l'a coupé. Dans le soufre et l'asphalte, il me faut respirer. Mes racines vont, sous le pavé, chercher une terre mouillée. Qui suis-je? Qui puis-je dans ce monde en litige? Qui puis-je? Qui puis-je dans ce monde en émoi? On m'a mis à l'école, et là, j'ai tout appris. Des poussières qui volent, à l'étoile qui luit. Une fois que j'ai tout digéré, on me dit, le monde a changé. Qui change? Qui range dans ce monde en mélange? Qui change? Qui range dans ce monde en émoi? On m'a dit, faut te battre. On m'a crié, vas-y. On me donne une grenade, on me donne un fusil. Une fois qu'on s'est battu beaucoup, on me dit, embrassez-vous. Qui crève? Qui rêve dans ce monde sans trêve? Qui crève? Qui rêve dans ce monde en émoi? J'ai pris la route droite, la route défendue, la route maladroite dans ce monde tordu. En allant tout droit, tout droit, tout droit, me suis retrouvé derrière moi. Qui erre? Qui espère dans ce monde mystère? Qui erre? Qui espère dans ce monde en émoi? On m'a dit la famille, les dollars, les autos. On m'a dit la faucille, on m'a dit le marteau. On m'a dit, on m'a dit, on m'a dit, et puis on s'est contredit. Qui pense, qui danse dans cette effervescence? Qui pense, qui danse dans ce monde en émoi? Mes amours étaient bonnes, avant que les docteurs me disent que 2 hormones nous dirigent le cœur. Maintenant, quand j'aime, je suis content. Ça ne vient plus de mes sentiments. Qui aime, qui saigne dans ce monde sans thème? Qui aime, qui saigne dans ce monde en émoi? Et pourtant, je me jette, et j'aime, et je me bats pour des mots, pour des êtres, pour cet homme qui va. Tout au fond de moi, je crois, je ne sais plus au juste en quoi. Qui suis-je? Qui puis-je dans ce monde en litige? Qui suis-je? Qui puis-je dans ce monde en émoi? Alors, les mots perdus de Clément Riotte par M. Varvatis, ici présent. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, je pense que oui. Les mots perdus de Clément Riotte. Ce n'est pas peut-être bien, oui. Écoutez, écoutez, bonnes gens, prenez tous vos mots douteux, incomplets, imprécis, insensés, vos mots collages, abscons, compliqués, tordus, tarabiscotés, vos mots vides, creux, ridicules, sans saveur, ni odeur, sans couleur ni valeur, vos mots pauvres qui vous appauvrissent,
confiez-les simplement à Jaco. Et Jaco vous les restituera instantanément. Un vrai mot, un bon mot, d'un seul mot. Vrai, précis, cinglant, choquant, claquant sous la langue comme une bannière au vent. Un mot vraiment vivant. Un mot qui aide à vivre vraiment. Un mot qui met de la vie en dedans, qui met de l'air entre les oreilles, du plomb dans les cervelles et des ailes à vos idées. Un mot qui chante en vous. Approchez, approchez, soyez sans crainte. Essayez. Le premier mot est gratuit. Et tournez, tournez le limonaire. Soin, soin. Alors, qu'est-ce qui nous reste? Oui, Casimir Pratt, qu'est-ce que le silence? Notre ami Philippe va nous dire ça. Casimir Pratt est un poète toulousain. Je peux dire que c'est mon ami. Je vais commencer le poème par la fin. Il est marqué Banyuls en montant à la chapelle de la Salette en mai. Qu'est-ce que le silence exactement? Un vrai silence, digne de porter ce si beau nom. Cela existe-t-il? Même dans les plis du vent, des graines de silence ont pu s'accrocher. Le silence est fait de différents morceaux de brume aussi. Il flâne souvent avec les nuages. Il s'agrippe à la vitre ruisselante de pluie. Le silence se glisse entre les doigts de la lumière. Il oublie les heures qui passent. C'est lui qui rend les poèmes si étranges. Il rajoute des algues et des lichens en bas du dessin après que l'enfant solitaire s'est endormi. Le silence vitrifie la route déserte en hiver. C'est lui qui a inventé le clair de lune et la patience de la flamme et les racines bleues de la vigne qui se contorsionnent laborieusement sous la terre. Isabelle, tu as un poème souvenir. Et ça aussi, c'est de ta composition. Souvenir. Il y avait dans mon enfance un grand figuier près du ruisseau. Je lui parlais en confidence du ciel, du vent et des oiseaux. Il abritait sous son feuillage mes jeux, mes rêves, ma candeur, mon insouciance, mon jeune âge et tous les secrets de mon cœur. Auprès de lui, sage et docile, de longues heures je passais. La nuit tombait, douce et tranquille, au loin le rossignol chantait. Oh, et je crois que M. Varvatis a encore un petit texte à nous lire, même deux, qui sont très courts. Excusez-moi, un instant. J'ai écrit ce texte qui s'intitule « Sur son trottoir ». Sur le trottoir, dans le soir qui tombait, je marchais, murmurant de simples mots, sans importance, sans élégance. Quand soudain, je le vis, là, assis, les yeux fermés. Rien n'avait l'air de le soucier. Seuls parfois, de légers murmures frémissaient sur ses lèvres, comme des ruisseaux sur une grève, mots jaillissant du plus profond de son être, très doux,
puis menaçant, avant de disparaître comme une tempête qui se cache, s'approche sournoisement, avant d'éclater, pleine de fureur. J'ai longuement regardé, et soudain, sa colère a explosé. Ses bras ont tournoyé. Don Quichotte, emporté par les ailes de son moulin. « Tu ne m'as jamais aimé !» Alors un immense silence nous a enveloppés. Apaisé, il s'est assis dans le soir pour creuser les joints des pavés noirs. Il a souri. « Je vide mon cendrier, m'a-t-il dit. » Sa colère s'était calmée, envolée, sous le ciel aux immensités d'étoiles, comme des marins qui mettent les voiles. Nous avons échangé un dernier regard. Je l'ai quitté, à regret, sur son trottoir. Merci. Sans pour autant vouloir en provoquer une, laissons la place à Emma pour Insomnie. Tu ne vas pas nous empêcher de dormir, hein, rassure-moi. Des mots portés par un bouquet de fleurs, posés près de son cœur. Sur son lit dans la nuit, la lune assise dans l'immensité la regarde. Rêve, rêve, rêve. Tout se mélange. De quoi? De quoi? De toi? De moi? Sueur nocturne. Mouvement, mouvement. Bouge, bouge. La tête dans l'oreiller, l'oreiller se met à tourner. Les fleurs se dispersent, volant comme des papillons de nuit au-dessus de son lit. Battement, battement. Étrange sentiment. Du bout du monde, des mots se rapprochent, sursautent dans l'insomnie, dans le noir de la nuit. Rêve, 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 fleur, fleur, fleur. Rien n'arrête le déferlement des mots maudits, des mots non dits, des mots déraisonnés. La gorge se serre, les sueurs reviennent. Arrête, arrête, arrête. Laisse-moi, laisse-moi. Va-t'en, va-t'en. Je t'en supplie. Puis, le silence. Le silence est illuminé par un ciel étoilé. Le silence s'allonge près de son cœur. Un léger souffle se pose près de ses lèvres. Rêve, rêve, rêve. Apaisement, apaisement. Partir dans l'infini, partir dans l'immensité, accompagné par ce bouquet de fleurs posé près de son cœur. Silence. Mais je crois que nous avons passé tous ceux qui se sont inscrits, j'ai oublié personne. Comment? Oui, mais tu devais le faire en même temps, là. Bon, viens, vas-y. Tu devais demander que ce soit fait en même temps, c'est pour ça que j'ai dit 2. Ah, j'ai pas entendu. Excuse-moi. Pas de problème. J'ai fait une petite poésie de Sophie dont certains se souviennent. Elle est trisomique, elle a 35 ans. Puis, ma foi, de temps en temps, elle écrit comme elle peut. Ce soir, dans ma petite histoire, dans la nuit qui tombe, j'entends toutes les musiques que tu écoutes et chante comme un fou. Ce soir, petit oiseau, tu te promènes dans les bois et les champs. Ne m'oublie pas, attends-moi. Ce soir, petit oiseau, je veux chanter et danser avec toi. Ce soir, dans ton paradis. Magnifique. Voilà, donc je crois qu'on a passé tout le monde, n'est-ce pas? Il y a peut-être un petit bonus. Tu avais préparé quelque chose, on a encore 5-10 minutes. Oui, ouais, allez. Allez-y. Oui? on dirait un petit après. D'accord. D'accord.
Oui, oui, j'avais préparé au cas où voilà, s'il reste un peu de temps. J'adore Laurence Tardieu. J'avais déjà eu l'occasion de lire de Laurence Tardieu, et là, c'est Rêve d'amour. C'est une fille qui a perdu sa mère très, très jeune, et je vous lis le début du roman. Toute ma vie, je t'ai cherché. Je ne savais pas comment. Je manquais de toi. Partout, dans mon ventre, ma poitrine, mes cuisses, ma gorge. Ton absence s'était tant imprimée en moi que j'étais devenue creuse. Mon corps, c'était ça, le manque de toi. Parfois, je fermais les yeux, je tentais de t'imaginer. Ces instants-là, au cours desquels je m'efforçais de retrouver ton visage, ton allure, étaient stériles. Rien ne me venait, aucune image. Sauf à de rares moments, une silhouette bleue, floue, qui avançait vers moi, puis disparaissait. C'était une des seules choses qui me restait de toi. Ce bleu mouvant, imprécis et poignant, comme certains ciels avant que la nuit ne les emporte. Dites-moi comment elle était. Dites-moi la couleur de ses yeux lorsqu'elle vous regardait, lorsque vous la regardiez, lorsque vous la désiriez. Dites-moi la façon qu'elle avait de s'abandonner, de vous dire oui, de vous dire au revoir. Arrivait-elle en avance à vos rendez-vous? En retard? Que disait-elle alors? Était-elle douce? Comment s'habillait-elle? Était-elle sensuelle, heureuse, fragile? Comment avez-vous compris qu'elle vous aimait? Quel a été l'instant précis où vous l'avez su? Quels ont été vos premiers mots d'amour? De quoi parliez-vous? D'elle? De vous? De moi? De la vie que vous rêviez d'avoir ensemble? Comment était son corps? Émouvant, généreux? Faisiez-vous souvent l'amour? Sa peau était-elle douce? Comment était sa voix? Son amour pour vous la rendait-elle joyeuse ou triste? Quelles étaient ses caresses? Où aimiez-vous aller ensemble? Marchiez-vous dans Paris? La preniez-vous dans vos bras? Comment vous embrassait-elle? Vous écrivait-elle des lettres? Vous parlait-elle de mon père? A-t-elle peint pour vous? Qu'avez-vous conservé d'elle? Quels étaient ses mots d'amour? Avez-vous souffert ensemble? Avez-vous connu la joie? Est-ce que je lui ressemble? Je ne peux pas dormir. Je ne peux pas dormir, je pense à elle. Je pense à lui. Mon corps entier est habité par eux, par le rêve que j'ai d'eux. Leurs deux corps ensemble, leur rire et leur insouciance, c'est quelque chose qui m'emporte et qui m'étreint, une douleur et un plaisir. Ils sont là et ils ne sont pas là. Et tant d'absence me dévore. Cet homme est ma mère. Cet homme que je peux rencontrer si je le veux. Il suffit de presque rien. Ouvrir un annuaire, chercher l'adresse, m'y rendre, sonner, attendre que l'homme m'ouvre. Et ma mère que j'ai perdue avant de l'avoir assez étreinte. Mais étreint-on jamais assez une mère? Si elle n'était pas morte peu après, que serait-il passé? Que serait-il devenu? Que serais-je devenu? Que serait devenu mon père? On ne sait rien de la vérité d'un amour. Oui, je ferme les yeux et c'est un couple qui danse, le couple fantôme d'une femme et d'un homme. Je les regarde tournoyer et je reste immobile. Ils sont beaux, ils sont heureux, ils dansent très lentement. Je crois que ma mère rit. Je n'ose pas m'approcher, je n'ose pas leur demander de me regarder, de ne pas m'oublier, de m'inviter à leur danse. J'imagine leur cœur empli d'amour, leur bonheur. Comment pourraient-ils penser aux autres, à moi? Ils s'aiment, voilà tout. Ils s'aiment et le reste n'a aucune importance, le reste n'existe plus. Je les regarde s'aimer. Je pense qu'ils ont une chance rare, je pense que ma mère a eu raison. Je pleure en silence. Je suis triste et heureuse. Je me demande ce que je suis, moi, à pleurer sur des fantômes. Où est ma vie? Où passe ma vie? 30 ans déjà. 30 ans à courir après des fantômes. 30 ans à chercher celle dont je ne me remets pas de la disparition. 30 ans à ne pas trouver les mots devant celui qui est resté. Il faudra bien un jour que je commence quelque chose, que je cesse de me laisser traverser par des absences, que je vive ma vie. Mais commencer quoi? Vivre quoi? Je ne sais plus où sont mes désirs. Mes désirs sont assiégés par mes absences. J'aimerais moi aussi avoir le cœur brûlé d'amour. J'aimerais m'abandonner. J'aimerais me perdre.
Merci beaucoup. Voilà, il s'agit de la JAP. La JAP, c'est la Jewish American Princess. Elle représente tout ce qu'un jeune juif doit éviter à tout prix. Elle est gâtée, égoïste, exigeante, frigide et ne pense qu'à épouser un riche prince juif qu'elle va commander à sa guise. Et voici un petit morceau d'un passage d'une de ces JAP à l'œuvre. Lors d'une tournée de 3 jours à New York, nous descendîmes à l'Algonquin, où à ma demande nous occupions des chambres séparées, tant je tenais à me comporter selon que je prenais alors pour les bonnes règles. Si cela n'avait tenu qu'à moi, j'aurais profité avec plaisir de cet intermède pour me promener nez au vent et passer de librairie en bar. Mais elle s'était fixé un programme qu'une personne normale aurait eu besoin de 3 semaines pour réaliser. Entre les pièces de théâtre qu'il fallait aller voir en matinée ou en soirée, son emploi du temps comportait des marches forcées sur des objectifs situés au Diable Vauvert, tailleur ou bijoutier recommandé par Vogue. Les pieds endoloris, elle était encore dans les premières précipitées à l'intérieur de Bergdorf Goodman quand le magasin ouvrait ses portes le matin. Puis, elle fonçait chez Saks ou à des adresses confidentielles de Canal Street où les initiés pouvaient obtenir à bon prix les toutes nouvelles robes sales de Givenchy. Elle était venue à New York dans une vieille tenue qui atterrit directement dans la corbeille à papier de sa chambre dès qu'elle put la remplacer par de nouveaux atours. Avant de reprendre l'avion, elle détruisit avec soin toutes les factures compromettantes, ne gardant que celles obligeamment fournies par des vendeuses au fait des exigences de la douane canadienne, un reçu de 39,99 $ pour un cardigan qui en avait coûté 150 par exemple. Quand elle embarqua, elle portait Dieu sait combien de sous-vêtements superposés sous plusieurs couches de chemisier, puis abusa le douanier à Montréal en flirtant avec lui en français. Oui, elle était une digne représentante de cette espèce tant décriée, la Jewish American Princess, la fille de bonne famille juive américaine qui se prend pour la reine de Saba.